S'il est une période de l'histoire de France qui fascinera toujours, ici et ailleurs, c'est bien la Révolution de 1789. Il faut dire que les grandes figures révolutionnaires avaient le sens du culte et de la fête populaire, avec ses rites, ses symboles, ses héros, ses couleurs et ses musiques. Mais pour célébrer l'homme nouveau, il fallait un lieu nouveau à ses dimensions. Sans Tour Eiffel ni Trocadéro, Galilée fait revivre pour vous le vaste Champ de Mars, comme si vous y étiez, l'occasion de se plonger dans une ambiance joyeuse et populaire, au son des flonflons et des rythmes syncopé de la guillotine. Le Champ de Mars, à l'ouest de Paris, a été pendant toute la période révolutionnaire le haut lieu des grands rassemblements populaires. Il y a un peu plus de 200 ans. À l'époque de la Révolution française, pas de circulation automobile, pas de tour Montparnasse, ni de tour Eiffel, pas de pont d'Iéna. Le terrain est beaucoup plus vaste et sert de champ de manœuvre aux élèves soldats. L'école militaire a été construite sous le règne de Louis XV par l'architecte Gabriel. Aujourd'hui, c'est toujours un bâtiment militaire. Cette école royale militaire marque un véritable tournant dans la formation des officiers de l'époque. Jusqu'à cette date, les officiers, les cadets gentilshommes étaient formés dans les régiments. Il s'agissait pratiquement d'une formation d'ordre privé, en quelque sorte. À partir de 1751, c'est le roi, c'est-à-dire l'État, qui prend en charge la formation de ces officiers. Ces jeunes officiers vont constituer la base des officiers pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, évidemment. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend d'assaut la Bastille. Les 5 et 6 octobre, les femmes marchent sur Versailles pour réclamer du pain. Sous la pression populaire, le roi est contraint de venir s'installer à Paris, au Palais des Tuileries. La Révolution est en marche. Au printemps 1790, le Champ de Mars devient un immense chantier. Quelques milliers de terrassiers, aidés par plus de 100 000 volontaires, construisent en quelques semaines un vaste lieu de célébration. Ainsi apparaissent un immense amphithéâtre et un arc de triomphe. Au centre est élevé un autel dédié à la patrie. Un an après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération. 300 000 participants. La Révolution semble achevée. Tous ces acteurs sont rassemblés ici. Le peuple, la famille royale, les députés de l'Assemblée constituante, la garde nationale commandée par Lafayette, le clergé représenté par Talleyrand, évêque d'Autun. Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. Répétez après moi. Je le jure. C'est Talleyrand qui a été sans doute à l'origine de la fête de la Fédération. Il voulait en faire une fête unissant tout le peuple et il l'a proposé assez tôt à la Constituante. On le voit ici, c'est lui qui avait véritablement fait tout l'emploi du temps de cette fête et il s'est quand même heurté la veille à un petit problème, c'est que tout en étant évêque d'Autun, il n'avait jamais très bien servi la messe. Heureusement, d'après les mémoires de Vitrolles, la veille au soir, il dînait chez les Cesval qui lui ont prêté la cheminée et Mirabeau qui était présent lui a indiqué comment on disait une messe et donc Talleyrand a pu le lendemain dire la messe et surtout terminer en apothéose, c'est-à-dire entonner lui-même le Te Deum que la foule a repris en chœur. C'était sa fête à lui.
Et c'est la seule fête qui va avoir cet éclat qui va inspirer quantité d'artistes, dessinateurs, graveurs, peintres, qui d'ailleurs tous représentent une fête de la Fédération sous le soleil, alors qu'elle s'est passée sous des trompes d'eau, il a plu toute la journée, et les malheureux Parisiens marchaient dans la gadoue la plus complète. Comme pour la prise de la Bastille, il y a un mythe de la fête de la Fédération. D'abord un mythe de l'unanimité, ça ne s'est pas passé absolument comme ça. On a prié les aristocrates de ne pas trop être présents, ils n'ont pas pu donner par exemple un coup de main lors de la grande journée des brouettes. Et puis le roi a prêté serment depuis son trône qui était près de l'école militaire et non pas sur l'autel de la patrie. Et puis il faut se rappeler aussi qu'à l'époque il y a des citoyens actifs et passifs, ceux qui ont le droit de voter, ceux qui n'ont pas le droit de voter, donc ça crée des dissensions. Et puis il y a également un aspect financier un peu plus terre à terre, mais la fête de la Fédération a coûté très très cher et les entrepreneurs ont mis des années, plus de 10 ans pour certains, à être enfin payés. Moins d'un an après la fête de la Fédération, le roi s'enfuit de Paris. Il est arrêté à Varennes. Pour le peuple, c'est une trahison. Les révolutionnaires les plus convaincus demandent la déchéance du monarque. Et c'est encore au Champ de Mars, sur l'autel de la patrie, qu'une pétition est signée. Elle demande la proclamation de la République. Et où est-ce qu'on signe? Le mouvement révolutionnaire est relancé. Mais le gouvernement proclame la loi martiale. La garde nationale! À mon commandement! Section! Au nom de l'Assemblée nationale, je vous ordonne de vous disperser. Pas de loi martiale! Pas de baïonnette! Messieurs, armes au point! En joue! Au-dessus des têtes! Feu! Feu! C'est pour nous intimider! Rechargez! En joue! Feu! 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 Arrêtez! Arrêtez! Cessez le feu! La responsabilité de la fusillade retombera sur Bailly, maire de Paris. Si Bailly est un grand savant, si ce fut un grand humaniste, c'est certainement un piètre homme politique, largement dépassé par les événements. Quant à Lafayette, c'est pire encore, c'est un homme qui n'a été rongé que de sa propre ambition et qui, là-dedans, a montré les réels défauts d'un homme sans caractère. Il est évident que les pétitionnaires étaient hors la loi, donc on pourra éternellement pencher pour l'un ou pour l'autre selon ses propres sentiments. C'est un échec général, c'est tout. Un an après, la France est en guerre contre l'Europe des rois. Le 10 août 1792, le peuple prend d'assaut les Tuileries. Convaincu de trahison, Louis XVI est arrêté et emprisonné. Il est guillotiné le 21 janvier 1793. En septembre de la même année, la terreur est mise à l'ordre du jour. La guillotine est en action, place de la Révolution, place du Trône renversé, place de la Bastille. Mais en automne 1793, c'est sur le Champ de Mars qu'on exécute Bailly, sur le lieu même où il avait donné l'ordre de tirer sur les pétitionnaires. Alors l'hôtel de la patrie, celui de 1790, se trouve exactement à cet emplacement, là où nous nous trouvons, et c'est ici que les révolutionnaires décident d'installer la guillotine pour exécuter Bailly, le maire de Paris, qu'on accuse d'avoir fait tirer sur le peuple en 1791. Alors il n'y a pas de hasard, hein, on cherche à mettre la guillotine à côté de l'endroit du forfait, du crime reproché, et en même temps, pas sur l'hôtel lui-même, parce qu'il ne faut pas que son sang vienne souiller l'hôtel de la patrie, mais juste à côté pour qu'il se rappelle l'endroit de l'exécution. Et cette exécution se tient dans un mois froid, le mois de novembre 1793. Bailly tremble, alors le bourreau lui dit « Tu trembles, Bailly ?» Et il répond « De froid, pas de peur, bien sûr. » Robespierre, l'incorruptible, mais aussi le théoricien de la terreur, a inspiré en 1989 à Gérard Fromanger un tableau qu'il a intitulé « Chaud et froid ». Les termes chaud et froid s'adaptent parfaitement à un portrait de Robespierre. Ça marche avec son histoire, sa personnalité, ce qu'il a fait et pas fait, de bien et de mal, etc. La vie, c'est ce qui est de vital en lui, se résume bien dans ces deux termes, chaud et froid. Le chaud pour tout ce qui était généreux, ouvert, neuf,
au profit de la Révolution, c'est-à-dire du peuple, et le froid pour des choses plus contradictoires et plus discutables, comme par exemple la terreur. Selon Robespierre, le ressort de la République est la vertu, c'est-à-dire l'honnêteté, le sens de la responsabilité. Mais pour que règne la vertu, il faut avoir recours à la terreur. Pour lui, la croyance en un être suprême et en l'immortalité de l'âme peut aussi rendre les hommes vertueux. Toute institution, toute doctrine qui console et élève les âmes doit être bien accueillie. L'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continuel à la justice. Elle est donc sociale et républicaine. Le véritable prêtre de l'être suprême, c'est la nature, son temple, l'univers, son culte, la vertu. C'est de nouveau au Champ de Mars qu'on célèbre la fête de l'être suprême. La mise en scène est confiée à David, qui organise l'espace où sont élevés différents symboles imaginés par Robespierre. Cette fête a lieu au mois de juin, le jour de la Pentecôte. Elle rencontre un grand succès auprès des Parisiens. Moi, personnellement, j'y aurais pas été, mais enfin bon. La fête de l'être suprême, c'est avant tout, c'est en quelque sorte le triomphe de David, Jacques-Louis David, qui était le grand peintre de la Révolution française, très grand artiste et très engagé. C'est là-dessus que je suis cette fête, sur le travail d'un de mes collègues artistes, qui serait aujourd'hui, on appellerait ça une performance ou un environnement, ou enfin une action d'avant-garde d'un peintre lié à sa propre histoire. Le règne de la terreur et de la vertu se termine par l'arrestation de Robespierre et de ses amis le 9 Thermidor, 27 juillet 1794. Ils sont exécutés le lendemain. Après la Révolution, le Champ de Mars accueille foires et expositions. Premier centenaire de la Révolution. Et la Tour Eiffel devient l'emblème de Paris pour le monde entier. Y a pas de Paris sans Tour Eiffel.